Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, la Commission électorale nationale a annoncé vendredi 27 mars que la nouvelle constitution proposée par le président guinéen Alpha Condé a recueilli plus de 90% de oui lors du référendum décrié du 22 mars. Une victoire qui doit encore être validée par la Cour constitutionnelle. L'institution militaire soudanaise ne livrera pas l'ancien président Omar el-Béchir à la CPI. Déclaration faite ce 25 mars par le général Salah Abdel Khalek, membre du conseil militaire qui avait pris le pouvoir après la chute de ce dernier. Et puis le Sénégal a décidé d'expérimenter la chloroquine dans le traitement de patients atteints du coronavirus. Le médicament a été administré à 96 malades jusqu'ici à l'hôpital de Fann de Dakar. Les résultats sont déjà encourageants d'après le professeur Moussa Sedi. Le oui l'a emporté, le président Alpha Condé savoure sa victoire. Victoire cependant entachée par des violences qui auraient causé la mort de 10 personnes selon le FNDC et seulement de 4 personnes d'après l'exécutif. Épilogue d'un long bras de fer, ce scrutin était décrié, dénoncé, boycotté par l'opposition, mais pas seulement. Une partie de la société civile et les différentes organisations régionales et internationales s'étaient aussi retirées du processus électoral. Aïssatou Diamanka-Besland. Rien ni personne n'a pu arrêter le chef de l'État guinéen. L'homme est allé jusqu'au bout de son projet, organiser le double scrutin, les législatives et le référendum le même jour, le dimanche 22 mars. Selon la commission électorale indépendante, la nouvelle constitution a recueilli plus de 90% de oui contre 8,41% de non lors de ce rendez-vous électoral tant décrié. Répartition des suffrages. Le oui, 2 856 675, soit 91,59%. Le non, 262 185, soit 8,41%. Total, 3 118 160, soit 100% des votants. Une victoire aussitôt balayée par le Front pour la défense de la Constitution, le FNDC, qui parle de farce et de mascarade électorale. Pour les opposants à la nouvelle Constitution, le référendum est une malice de chef de l'État pour s'éterniser au pouvoir. Le président Alpha Condé, âgé de 82 ans, pourrait désormais briguer un troisième mandat fin 2020. Seul contre tous, en d'autres termes, l'opposition, la société civile, mais pas seulement, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, l'ONU et tant d'autres organisations qui ont dénoncé son action politique unilatérale. Défiant le peuple de Guinée, la communauté internationale qui a rejeté le processus, fichier corrompu, élection non inclusive, exposant la vie des populations à la propagation du coronavirus et à travers les armes 20 000 policiers, gendarmes et militaires lourdement armés pour réprimer la contestation, Alpha Condé décide d'imposer une nouvelle constitution dans le seul but de faire un troisième mandat. C'est un coup d'État électoral avec une faible participation de 1 à 10% dans 15 préfectures de la République de Guinée. Ce sont les seuls commissaires de la mouvance présidentielle qui ont organisé ces élections. La communauté internationale qui n'a envoyé aucun observateur pour donner un crédit à ces élections. La diaspora n'a pas pu voter. Bref, c'est une constitution qui sera illégale et illégitime. Aujourd'hui, ce sont les armes contre la volonté du peuple. C'est un dictateur qui cherche coûte que coûte, vaille que vaille, à assassiner son peuple pour se maintenir au pouvoir. Le référendum constitutionnel a été entaché de violence dans de nombreuses villes, à Conakry, la capitale, et dans les provinces comme la Bésiré-Corée et Matoto, soldée par la mort de 10 combattants guinéens. La Cour constitutionnelle doit à présent confirmer ou infirmer les résultats provisoires annoncés par la CENI. Autre élection, cette fois-ci au Mali. 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 29 mars dans le cadre du premier tour des élections législatives où ils devront choisir leurs 147 députés. Scrutins qui se tiendront dans un climat particulier. Non seulement le pays fait face à la crise sanitaire mondiale avec 11 cas de coronavirus confirmés dans le pays, mais il faut rajouter à cela l'enlèvement du leader de l'opposition
selon Soumaïla Cissé en milieu de semaine. Une situation sécuritaire tendue de ce fait. Ce dernier, enlevé au nord du pays, n'a toujours pas été retrouvé. Si certains réclamaient l'annulation de ce scrutin, le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait le choix contesté de le maintenir. Un scrutin qui avait déjà été repoussé à 2 reprises. Le Soudan n'est pas prêt d'autoriser l'extradition de l'ancien président Omar El-Béchir à la CPI. Le général Salah Abdel Khalek, membre de l'ancien conseil militaire de transition, a déclaré que des militaires étaient contre ce transfert. Une déclaration qui menace la période de transition au Soudan, enclenchée depuis la signature de l'accord le 17 août 2019. Les précisions de Kamesh Katapoulé et Alexandre Andoua. Au Soudan, certains militaires refusent de livrer l'ancien président Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale. Ce sont les mots du général Salah Abdel Khalek, membre de l'ancien conseil militaire de transition. Une déclaration publiée dans le quotidien soudanais Al-Mijar le 25 mars. Et pour cause, l'ancien président déchu n'est pas le seul impliqué dans les crimes commis au Darfour. Des militaires et milices ont aussi leur part de responsabilité. Cela serait franchir une ligne rouge. Si les forces pour la liberté et le changement veulent la guerre, qu'ils nous la fassent. En 2009 et 2010, la Cour pénale internationale avait émis des mandats d'arrêt contre l'ancien président déchu. Il est accusé de génocide et de crimes de guerre dans le conflit qui a éclaté au Darfour en 2003 et qui a causé la mort d'environ 300 000 personnes. Malgré ces 2 mandats d'arrêt internationaux, Omar El-Béchir a toujours pu voyager librement au cours de sa présidence. Donc aujourd'hui, c'est donc pour le Conseil souverain de pouvoir garder la main mise sur la révolution en tenant au M. Omar El-Béchir. Nous savons que le procès qui aura été engagé contre lui sur le sol soudanais, selon les usages internationaux, sera jugé comme étant un procès qui n'a pas tenu en compte tous les aspects du procès équitable, la participation des victimes et puis la peine qui ne sera pas vraiment à la hauteur des crimes qui ont été commis. L'ancien président Omar El-Béchir est pour le moment détenu dans la prison de Kobar à Khartoum pour corruption. En plus de ces accusations, un autre mandat d'arrêt a été émis contre Omar El-Béchir par les autorités soudanaises pour son rôle dans le coup d'État de 1989. Le gouvernement du Bénin a entrepris de moderniser le port autonome de Cotonou afin de le rendre plus compétitif et rentable. Un projet enclenché en 2018, les travaux se poursuivent. Fin janvier 2020, la hausse du capital du port de 16 à 250 milliards de francs CFA a été décidée au cours d'une réunion du conseil d'administration. Siemlo Victoria Seji. Les travaux se poursuivent au Bénin sur la relance des activités du port de Cotonou. Début 2020, le conseil d'administration du port a décidé d'une augmentation du capital de l'infrastructure de 16 à 250 milliards de francs CFA, ce qui entérine le plan ambitieux de modernisation et d'investissement de l'infrastructure adopté depuis 2018. À terme, le nouveau port devrait renouveler et renforcer sa logistique au profit de toute la région ouest-africaine. Cette décision renforce notre crédibilité et accroît notre capacité de mobilisation des ressources pour répondre à nos objectifs de modernisation. Une modernisation qui passe par de sérieuses réformes structurelles dans des opérations de dragage et d'extension. Le port pourra ainsi atteindre d'ici 2023-2024 15 à 16 mètres de tirant d'eau dans son bassin contre 11,5 à 13,5 mètres actuellement et une surface de près de 270 hectares, soit 25 hectares de plus. Nouvelle configuration qui permettra l'accostage des bateaux plus longs. Ce n'est plus à démontrer que les infrastructures ont un rôle très important à jouer dans la compétitivité d'un port, dans l'efficacité et la transparence au niveau des transactions dans un port. Notez, le dernier classement du Doing Business montre une amélioration des efforts du Bénin dans ce sens. La modernisation des infrastructures et l'organisation du port va in fine soutenir la croissance et faciliter ainsi le développement des exportations qui est gage d'une croissance inclusive, d'une
une croissance partagée. Le port autonome de Cotonou participe à 90% des échanges commerciaux et jusqu'à 60% du produit intérieur brut du Bénin. Mais depuis la fermeture des frontières avec le Nigeria voisin, ralentissement du trafic global cumulé qui en 2019 n'a atteint que 10,09 millions de tonnes, en baisse de 1,85% comparé à 2018. Autre impasse, la fermeture des frontières due à la crise sanitaire mondiale. Allègement de la dette pour la Somalie. Le Fonds monétaire international a annoncé ce 25 mars que le pays avait atteint le point de décision de l'initiative PPTE. Un processus de 3 années s'ouvre désormais avec la mise en place de réformes économiques. Les détails avec Fanny Mounichi et Ange Nomenio. La Somalie va pouvoir bénéficier d'un allègement de sa dette. Le pays a atteint le point de décision de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Une annonce faite ce 25 mars par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'allègement de la dette aidera la Somalie à apporter des changements durables à son peuple en permettant à sa dette d'être irrévocablement réduite de 5,2 milliards de dollars en fin 2018 à 557 millions de dollars en valeur actuelle nette une fois qu'elle aura atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE dans environ 3 ans. Durant ces 3 années, le plan national de développement du gouvernement somalien sera mis en œuvre, avec des réformes attendues sur le renforcement des finances publiques, ainsi que l'amélioration de l'environnement des affaires et de la gouvernance. Programme de réforme qui bénéficiera de l'appui financier des 2 institutions financières. L'atteinte par la Somalie du point de décision dans le cadre de l'initiative PPTE permet à ce pays de bénéficier de 2 importantes décisions du Fonds monétaire international. Il y a l'allègement de sa dette et puis également il y a un appui financier. En termes d'allègement de sa dette, la Somalie va désormais bénéficier d'un allègement, cette fois-ci grâce à l'atteinte par ce pays du point de décision. La dette va se situer, c'est-à-dire sa dette publique va se situer à 3,7 milliards de dollars. Prochaine étape, le point d'achèvement de l'initiative PPTE après avoir satisfait à plusieurs critères et qui permettra à la Somalie de recevoir l'intégralité de l'allègement de sa dette. Au Sénégal, 100 patients atteints de coronavirus seront traités par chloroquine dans divers hôpitaux du pays. Une expérimentation initiée par Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann à Dakar. Si les tests sont concluants, le professeur prévoit de généraliser le traitement à tous les patients du Sénégal. Kamesh Katapoulé et Ameneji. Le Sénégal prévoit d'expérimenter la chloroquine sur 100 patients atteints du coronavirus. Pour le moment, des tests ont été réalisés sur des malades de l'hôpital de Fann à Dakar, le premier centre de prise en charge. À la tête du service des maladies infectieuses de l'hôpital, Moussa Seydi souhaite généraliser ce traitement à tous les patients atteints de Covid-19 si les tests se révèlent concluants. Mais le personnel médical doit rester vigilant. La chloroquine n'a pas été validée par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut être très prudent avec cette hydroxychloroquine. Des études réduites et non aléatoires, réalisées à partir d'observations, ne nous apporteront pas les réponses dont nous avons besoin. Depuis plusieurs jours, cet antipaludique suscite l'espoir dans le monde. Et pour cause, des tests prometteurs ont été réalisés en Chine et en France. Mais le professeur Seydi signale que ce médicament ne doit en aucun cas être acheté dans les pharmacies sans consultation médicale. L'automédication peut s'avérer dangereuse et entraîner de graves effets secondaires si la posologie n'est pas respectée. Nos collègues, les médecins, ils n'attendent pas, ils sont en train d'utiliser et ils vont le faire. Tout simplement parce qu'ils sont médecins et que parce qu'ils sont démunis devant un certain nombre de patients. Et s'il y a la moindre chance possible pour le patient, il faut la saisir. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on dit non, comme c'est pas prouvé. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le patient se compliquer jusqu'à mourir éventuellement ou on prend le risque de le guérir? Alors, il faut que les populations comprennent que ce n'est pas un médicament qu'on prend pour prévenir. À ce jour, 102 cas de coronavirus ont été enregistrés au Sénégal. Pour tenter de lutter contre la propagation de l'épidémie, le président Macky Sall a décrété lundi 23 mars l'état d'urgence sanitaire et un couvre-feu de 20h à 6h sur toute l'étendue du territoire.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.